Gospodo i gospođe Dubroviće, danas novo nismo ništa dobro. Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. Au sommaire ce soir, si t'es mal à l'aise, c'est que tu veux pas regarder à l'intérieur de toi. vous prendrez bien un selfie avec votre banane. Inventeur du tapis rouge déroulé pour personne, le performeur David Henry Brown tourne en bourrique l'ego trip. Il n'y a pas de règles dans l'art. Dans le dernier film du Taïwanais Midi Z, en écho à l'affaire Weinstein, le réalisateur prometteur brouille les pistes. T'as vu ma tiny house, poupée? L'air du rikiki met les mètres carrés au placard et les flambeurs au bûcher. Et enfin, Oozing Wound, plaie purulente, aime le métal qui gratte. Uniquement sur ordonnance, en live. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux gagner de l'argent rapidement et facilement sur Internet en 2019, sans investissement initial, donc avec 0 €, sans publicité et sans compétences. Et sans que ça marche. Heureusement, la data mistress, maîtresse Harley, elle, a la solution pour gagner des pépettes sans se casser la tête. You need me, world famous tech dom, world famous dominatrix. You know you want all your money in my bank account. Il suffit de demander, pas gentiment. C'est ce qu'a constaté la dominatrice de San Francisco pour ne plus avoir un compte à découvert. Dans un monde où le virtuel grignote notre temps réel, Mistress Harley propose de prendre le contrôle de ta vie en ligne. Grâce à un logiciel, Madame peut piloter à distance l'ordinateur de ses proies consentantes. Après avoir fouillé le disque dur et dérobé les mots de passe, la dominatrice technologique peut publier ce qu'elle veut sur les réseaux sociaux de ses soumis, bloquer leur accès à certains sites, accéder à leur compte bancaire ou les sortir du lit en pleine nuit. Certains clients acceptent même que leur salaire soit viré directement sur le compte de Miss Harley, qui prétend gagner jusqu'à 4 000 € par jour, de quoi mettre du caviar dans les épinards. L'argent, c'est ce qui quantifie le pouvoir. On est tous d'accord. Renoncer à son pouvoir, c'est devenir l'esclave de son salaire. On court tous après l'argent. On est tous esclaves de nos fiches de paie et de notre boulot. On est tous soumis au système économique et certains prennent ça au pied de la lettre. Beaucoup de mes clients me disent « Je vais aller travailler pour vous aujourd'hui. Je vais travailler uniquement pour vous, maîtresse Harley. » Ce qu'ils font, c'est érotiser leur temps de travail. Il y a une sorte de crise nihiliste, existentielle du système capitaliste. D'une certaine manière, obéir à quelqu'un que tu perçois comme plus puissant que toi ou meilleur que toi te motive à rester dans ce cycle de travail-dépense, travail-dépense. Taper là où ça fait mal, depuis les origines, c'est l'évangile des dominatrices. Mistress Harley trouve ses masos du portefeuille partout dans le monde, même au Moyen-Orient. Ces punitions pécuniaires sont proportionnelles à la fortune des soumis virtuels qui y ont consenti. Diplômée d'un master de sciences de l'information et des télécommunications, Harley travaille à la Silicon Valley comme contrôleuse qualité pour les logiciels. Encouragée par son mari, elle décide d'exploiter un bug dans le cerveau des hommes en se lançant en 2014 dans la tech domination. Plus cigale que fourmi, Mistress Harley a utilisé son magot pour produire un album de rap et éditer une vingtaine d'ouvrages, dont le livre bidon pour ceux qui aiment perdre, qui, une fois ouvert, offre ses pages blanches. Les masos lui disent « Merci ». J'ai toujours adoré mon corps.
J'ai fait 2 opérations pour agrandir mes seins. Je les rends plus gros parce qu'ils rendent les hommes si stupides. C'est la réalité. Les hommes vont me donner des milliers et des milliers de dollars pour une grosse paire de seins, même s'ils ne pourront jamais les voir ou même les toucher. C'est vraiment fascinant de voir comme c'est facile de court-circuiter le cerveau des hommes. Le club de striptease, c'est le précurseur de la domination financière. Et beaucoup d'hommes ressentent du plaisir à l'idée de « D'accord, j'ai dépensé 1000 $ pour cette femme qui ne m'aime même pas ». S'ils approfondissent ce sentiment, l'assument et l'identifient, ils pourront l'explorer davantage dans le cadre d'une domination financière plus extrême. C'est ce que je fais. Pour Mistress Harley, 31 ans, la domination technologique est le résultat logique d'une vie qui passe de plus en plus par le filtre du virtuel. The more you do it, the more addicted you are. Go on. I want you to lean forward in the screen and kiss my perfect goddess ass. L'émancipation des femmes dans une société très patriarcale et misogyne, c'est très positif. Si plus de femmes prennent l'argent des hommes, plus de femmes forcent les hommes à se soumettre et que tout le monde prend son pied, c'est ma contribution à l'univers et c'est ce que j'apporte au monde. Surprise! Face caméra, David Henry Nobody Jr. revisite à sa sauce la recette du selfie. Bananes, céréales, conserves, sauce tomate et steak haché, le tout mixé avec des jouets pour enfants. Suivi par près de 100 000 followers sur Instagram, sa tambouille d'autoportraits grotesques dégoûte autant qu'elle divertit. Mais qui es-tu, Monsieur Nobody? David Nobody, c'est un type à l'envers. David Nobody, c'est ce à quoi on ressemble quand on n'a pas de corps. Il n'y a pas de corps, que de la conscience, c'est notre âme. Avec en plus toutes les choses qui s'associent à notre moi émotionnel. Tous les produits de consommation ridicules et absurdes qui nous envahissent. C'est aussi tout le monde. Quand tu le regardes sur ton téléphone, en photo ou en vidéo, c'est pas moi que tu vois, c'est toi. Si ça te met mal à l'aise, c'est que tu veux pas regarder à l'intérieur de toi. Installé à New York, au nord de Brooklyn, le quinquagénaire David Henry Brown Jr. se cache derrière les nombreux masques de David Nobody. Chaque semaine depuis 4 ans, cet Américain se tire l'autoportrait à domicile dans son appartement qui lui sert de studio. C'est là que ce Dr Jekyll digital accumule les accessoires pour se transformer en Mr Hyde. Là, c'est ma grande collection de perruques et de masques que je découpe et que j'utilise pour mes différents costumes. Ça, ce sont des produits de maquillage, des brosses et des vieux jouets mécaniques encore recouverts de beurre de cacahuète. Ça a peut-être un nom, c'est assez dégueulasse. Dans le rayon grotesque, ça, ce sont des objets frits datant de 94. Il y a des fleurs, des faux papillons et de gros soutiens-gorge en parfait état.
Et là, c'est un casque de crash test de 95. J'en ai fait plusieurs, mais celui-là est fait de vrais cônes de glace. Ça m'a valu mon premier article dans le New York Times. Je faisais une expo collective, appelée Exit Art. C'était mes premières expos. C'est un peu crade, mais c'est encore en parfait état, sachant que ça date d'il y a presque 25 ans. C'est encore un exemple d'utilisation de la nourriture dans mon travail. L'arrière est défoncé. Faudrait que je le lave. Waouh, c'est crado. David Nobody porte de la nourriture parce qu'on est de la nourriture. Si tu veux parler franchement, on est des aliments pour que les grosses entreprises se fassent du fric. Et puis, la nourriture, c'est vraiment le médium le plus créatif. C'est des choses qu'on mange qui traversent notre corps. On ne peut pas aller plus au fond de soi-même qu'avec la nourriture. La bouffe nous traverse plus que toute autre chose. Né en 67 à Philadelphie, David Henry Brown Jr. développe très vite un appétit pour le travestissement. Après des cours de peinture à l'université du New Hampshire, il s'installe à New York au début des années 90 et réalise ses premières performances. Avec l'artiste anglais Dominic McGill, il forme alors Standard & Poor, duo de faux dérouleurs de tapis rouge qui attire une foule de badauds. Sauf qu'aucune star ne se pointe. Coming back there. Who do you think? You said I'm not quite sure, so you have some idea. Tell us while we're standing here. We won't tell anybody. We won't tell. Oh, somebody we'll keep Paul it McCartney. We'll keep a secret. Oh, that would be really nice. I think it's Paul McCartney. Who is that? Living inside simulation, I became more convinced. Vivre cette imposture m'a convaincu que la performance était le moyen de craquer le code de la réalité. Quand on déroulait le tapis rouge, la performance, c'était la réaction du public. On était seulement les catalyseurs. Je me suis dit que je voulais encore plus approfondir ce rôle, examiner quelle influence j'avais en tant que narrateur, en tant qu'avatar. À la fin des années 90, affublé d'un costard bon marché, le performeur se fait passer pendant un an pour le fils de la célèbre créatrice de mode Diane von Furstenberg. S'invitant à toutes les mondanités, il copine avec le showbiz. Du président Clinton au playmate de Playboy, les people n'y voient que du feu. En 98, transformé en fan obsessionnel de Donald Trump, l'artiste pousse la performance à l'extrême. Il milite pour l'élection du milliardaire à la présidence des États-Unis, alors que celui-ci n'est encore qu'un businessman. C'est un type dégueulasse. C'était vraiment un clown, un ringard. Il y a 20 ans, c'était une blague d'imaginer qu'il deviendrait président. J'ai prédit le futur, mais je ne savais pas que je le faisais. Jamais de la vie. 3 ans après l'élection de Donald Trump, David Henry Brown Jr. se console en se goinfrant de junk food. Dans les galeries et les musées, ses performances dérapent en orgies visqueuses et en dîners surréalistes. Fin 2018, au musée d'art contemporain de Tucson, en Arizona, 17 artistes l'accompagnent pour s'enduire de slime et de plus de 50 kilos de beurre de cacahuète. Miam miam. Désormais accro aux selfies, dont il a découvert le pouvoir viral, David Brown consacre ses journées chez lui à concocter les multiples visages de David Nobody. Au menu du jour, purée de mousse à raser, saupoudrée de colorants alimentaires, suivi d'une bonne plâtrée de beurre de cacahuète. J'aime m'enduire de nourriture. C'est un moyen intéressant et pas cher de faire de la sculpture. Ouais, je vais enlever mes chaussures.
Je me sens sale, mais beau. Dans le grotesque, je trouve beaucoup de beauté intérieure. Nina Wu est une actrice qui semble avoir touché le gros lot en décrochant le rôle de sa vie. Mais les manias du cinéma asiatique n'ont rien à envier en perversité aux prédateurs d'Hollywood. Et voilà Nina aspirée dans une spirale infernale où réel et hallucination se confondent. Le personnage de Nina Wu a été violé et en a gardé des séquelles. Elle vit dans une situation de chaos psychique permanent. Elle est incapable de séparer les faits réels de ses rêves. Je place le spectateur dans ce même état de confusion mentale. Présenté à un certain regard au dernier festival de Cannes, le film du réalisateur taïwanais Midi Z a été écrit par son actrice fétiche Wu Keishi, qui s'est inspirée d'humiliations subies pendant ses premiers castings. Avec ses fictions à la frontière du réel, Midi Z aime évoluer dans les zones troubles. En arrivant à Taipei, je me suis senti comme un extraterrestre. Je vivais reclus, sans mes parents. Je n'avais personne à qui parler des problèmes rencontrés sur les chantiers et les restaurants où je travaillais. C'était hyper stressant. J'étais à deux doigts de plonger dans la dépression. J'étais seul et encore si jeune. Né en 82 en Birmanie, Midi Z quitte son pays à la fin de l'adolescence pour gagner Taipei, la capitale de l'île de Taïwan, en plein boom économique, et vivre ce que les Birmans appellent le rêve taïwanais. En 2016, dans Adieu Mandalay, du nom de la cité birmane, le réalisateur de 37 ans met en scène l'exode de deux clandestins birmans réduits à l'état de marchandises.然后审就，那我给你们解释一下，这个就是属于说是一个和那个调解书。福安出生于1993年，缅甸人民，然后是得到这个工伤意外，在工厂因为自己粗心大意，导致脚断。工厂的话给这个10万的医药费，然后拿了钱之后，我们就是从此和解，不再有任何那个追究责任。 拿到这边签名一下。Un jour, un ami birman fortuné a décidé de se marier. Il m'a envoyé de l'argent pour que j'achète une caméra numérique et que je filme la cérémonie de mariage. Les invités voulaient que je les filme au grand angle pour montrer leur bonheur. Mais moi, je préférais faire des gros plans sur leurs yeux. Ils détestaient ça. Non, non, fais des plans moyens. Arrête avec tes gros plans. Ça révélait leurs émotions. C'est là que j'ai compris un truc. Cette caméra, avec laquelle je faisais des images,
montrait une chose invisible, la réalité. Réalisé en 2018, le documentaire 14 pommes suit un homme d'affaires birman qui a décidé de se retirer dans un monastère bouddhiste pendant 14 jours en ne mangeant qu'une pomme par jour pour guérir de ses insomnies. L'occasion pour Midi Z de montrer une fois de plus l'envers du décor. Amateur de plans séquences, Midi Z met un pied dans le cinéma grâce aux leçons du réalisateur taïwanais Hu Xiaoshen, auteur de The Assassin, prix de la mise en scène à Cannes en 2015. J'ai gardé en mémoire une chose essentielle que m'a dit Hu Xiaoshen. Si une histoire n'est pas bonne, c'est pas grave. Si la photographie du film est mauvaise, c'est pas grave. Si la production est bancale, c'est pas grave. Le truc le plus important dans un film, c'est le jeu d'acteur, où transparaît l'humanité des personnages. Il doit être très naturel. Je me suis dit, mais oui, jouer un rôle, ce n'est pas qu'un truc technique. Même sans argent, je pourrais faire un film. Pour Nina Wu, j'ai eu 2 millions de dollars et je l'ai réalisé. Je travaille l'esprit libre sans penser à ce qu'on va me donner. On ne doit pas suivre de règles. Il n'y a pas de règles dans l'art. Ceci n'est pas une visite de la Station spatiale internationale, mais celle de la maison conçue par l'architecte italien Leonardo di Chiara. Sa surface, 9 mètres carrés avec lit, salle de bain et cuisine, dans lesquels il vit depuis 2 ans. Pour les habitants des tiny houses, littéralement les micro-maisons mignonnes, pas besoin de loft ni de grands espaces. Outre le fait qu'ils gagnent beaucoup de temps sur le ménage, ces cabanes souvent mobiles sont pour eux une façon de clamer leur amour de la planète. Aux États-Unis ou en Europe, ces claustrophiles se regroupent en villages le temps de festivals, histoire de partager leur passion des KGB tout confort. C'est un gros chien, il perd pas mal de poils, c'est surtout ça qui est pénible. Là-haut, il y a ma chambre, donc à laquelle on accède grâce à cette échelle, qui, pour gagner de la place, peut être rangée comme ça. Ça ouvre tout de suite l'espace. Ici, il y a la cuisine. Donc moi, j'ai une cuisine en L, qui est pas très grande, mais qui me suffit largement à faire de bons petits plats. D'avoir des maisons qu'on paye si cher, alors que l'accès au logement est de plus en plus difficile, c'est une sorte de grosse épée de Damoclès. Ça nous oblige à travailler toute notre vie, parfois en faisant des boulots qu'on n'aime pas forcément, pour impressionner des gens qui n'ont pas forcément d'importance. Et tout ça pour avoir voilà, une maison avec des pièces qu'on va chauffer alors qu'il n'y a personne, une empreinte au sol, une empreinte environnementale très conséquente. Laetitia Dupé a plaqué un job en CDI et son studio à Paris pour bâtir une des premières tiny houses de France. L'été dernier, sa maison est exposée au premier rassemblement des tiny houses de l'Hexagone sur le parking de Baluchon, l'entreprise de construction de micro-maisons qu'elle a créée il y a 3 ans dans la région nantaise. On avait l'impression d'avoir tellement de bazar qui ne nous servait à rien. Là, on a vidé notre maison et voilà. On a une chambre et une voiture. Une tiny house, on s'y sent vraiment comme dans une vraie maison. Il y a ce côté maison, cocon. On a son propre panneau solaire, on consomme peu d'eau, on est mobile, on a moins de contraintes. J'avais mon placard avec les petits Lego
Et des fois, plutôt que de jouer au milieu de ma chambre, dans l'espace de ma chambre, je préférais jouer dans mon placard, en fait. Et au final, je trouve que la Tiny, c'est un peu la même chose. C'était le condensé, parce qu'au final, ma chambre était bien trop grande par rapport au nombre de Lego que j'avais. Le pape des tiny house, c'est l'américain Jay Schaeffer. Depuis 20 ans, il construit des cabanes roulantes afin de contourner une loi qui impose aux maisons d'avoir une surface d'au moins 30 mètres carrés. Quand j'ai trouvé cette remorque à $800 qui pouvait tirer un maximum de 900 kilos, ça a déterminé à la fois la taille et le poids de ma maison. Après la sortie de la Bible de Jay en 2010, les tiny house, qui n'avaient intéressé jusque-là que les victimes de la crise des subprimes ou les déplacés de l'ouragan Katrina, sont devenus une vraie mode aux États-Unis. Amateurs de cabanes au fond du jardin ou adeptes de la décroissance, beaucoup y ont vu la maison de leurs rêves. Vincent Bourg, l'associé de Laetitia Dupé, a lui aussi construit seul sa maison après des années de sac à dos. C'est aussi un acte politique. C'est de se dire, j'ai pas besoin de tout ce système de consommation, de transport, de logistique mondiale qui existe pour vivre. Certains poussent le bouchon encore plus loin. À Berlin, l'étudiant en philosophie Joschka Hartner veut construire des maisons pour presque rien, avec des matériaux de récupération. Celle-ci a été montée en moins d'une semaine. Sa propriétaire pourra bientôt emménager dans ce logement neuf qui lui aura seulement coûté 15 000 €. Dans les prochaines années, il y aura peut-être des lois, mais pour le moment, c'est une zone grise. Aux yeux de la loi, c'est qu'une remorque chargée, alors rien n'interdit d'y dormir, d'y travailler ou ce genre de trucs. Le mouvement des tiny house envahit désormais les villes, surtout quand il y a des terrains vagues abandonnés, comme ce rond-point au pied d'un clocher en ruine à l'est de Berlin. Max Varkentin, originaire du Kyrgyzstan, est l'un des 5 résidents de ce village de micro-maisons temporaires. On a une cuisine extérieure et ça, c'est notre salle à manger, où on se retrouve pour les repas. C'est comme une colocation dont les tiny house seraient les chambres et l'extérieur serait l'espace partagé. Architecte de formation, Max a quitté un poste dans les nouvelles technologies pour se dédier à la construction de tiny house. Celle-ci est en chantier depuis 6 mois et il n'y dort pas encore toutes les nuits. On n'utilise pas les tiny house comme une solution, mais comme un laboratoire où on fait des expériences. Piquant leurs idées d'éco aux fabricants de bateaux ou de mobile home, mais aussi parfois très high-tech, les micro-maisons offrent un niveau de confort bien supérieur à leurs cousines, les caravanes. Mais il faut aussi apprendre à se faufiler dans ces espaces où chaque centimètre compte. En dessous, là, on a une pièce en rap qui s'appelle chambre d'amis aussi. Il y a un très petit frigo. Je trouve qu'on dort très bien sur la mezzanine. Enfin là, il n'y a pas de matelas. Je viens du Laos. Mes parents étaient des boat people. Ils fuyaient le Vietnam et la Chine vers l'Europe. On n'avait rien en arrivant ici. Ce truc d'avoir une belle vie, une belle qualité de vie, avec une maison, une grande famille, une bagnole et un jardin, ça me travaille. Je me pose souvent la question de savoir qui mérite une belle vie. Il n'y a qu'une minorité de gens qui ont cette chance. La majorité est écartée de ça. À Berlin, l'architecte Van Boele-Menzel voit dans la tiny house l'avenir de l'urbanisme. Il en a inventé une centaine de modèles, dont celle-ci, la Tito House, très prisée des Berlinois en quête de logement. On peut mettre plusieurs maisons Tito côte à côte. En voilà une nouvelle. On peut en associer plein. Van Bo reprend le concept des unités d'habitation inventées par Le Corbusier en 1945 pour construire ces cités comme celle-ci à Berlin. Elles sont composées d'éléments identiques.
À l'intérieur de ces espaces optimisés, on retrouve un mobilier fixe. Dès 1938, Le Corbusier et son associé Charlotte Perriand avaient travaillé sur un projet de refuge de montagne appelé Tonneau. Un clin d'œil au philosophe Diogène qui avait choisi de vivre débarrassé des biens matériels. Comme ce dernier, Van Baal et Menzel considèrent les tiny houses comme un moyen de penser le monde. En 2007, sa maison modulable d'1 mètre carré a fait un carton sur le web. Ce dont je rêve, c'est qu'un jour, on n'ait pas seulement Internet ou l'Internet des objets, mais l'Internet des espaces. Partout dans le monde, il y a des petites communautés de tiny house qui partagent les mêmes valeurs que moi. La tolérance, la démocratie, la gentillesse, accepter les véganes. Une fois qu'on appartient à cette communauté, on peut accéder à toutes les tiny houses, les villages de tiny house et leurs écoles, leurs universités, leurs bibliothèques, leurs connaissances dans le monde entier. Plus besoin de passeport, j'appartiens à une communauté. Spécialiste de descente en VTT, le Français Rémi Métaillé dévale à fond les ballons le quartier de Ciudad Bolívar, le plus déglingué de Bogota, en Colombie. On vérifie la pression et... jump! Gabrielle, notre journaliste baladeuse, a chaussé ses bottes de 7 lieues pour voler à la rencontre de Shishir Bhattacharjee, le roi de la caricature au Bangladesh. À 59 ans, ce peintre de formation a tiré le portrait de plusieurs générations de dirigeants et dressé un tableau truculent des travers de son pays dans les journaux. Aujourd'hui, l'artiste a largué les amarres de la presse pour devenir l'un des ambassadeurs de l'art contemporain de son pays. Alors, Shishir, toi qui es le roi de l'humour bengali, qu'est-ce qui te fait poiler? Tu vois un petit ver dans la terre, un tout petit ver. Regarde, regarde. Tu grattes et finalement, tu découvres que c'est un énorme serpent. C'est le Techekut Deshop. Tu commences avec une chose très simple et tu finis par découvrir des trucs dangereux. Peintre depuis l'obtention de son diplôme de l'école des beaux-arts de Dhaka en 83, Shishir est une institution dans son pays où il enseigne aujourd'hui le dessin. Son œuvre, depuis l'origine, mélange dessin naïf et critique sociale. Une mission sacrée dans un pays enclavé dans l'Inde où les libertés sont chaque jour remises en cause. Le Bangladesh a la population la plus dense du monde, 160 millions d'habitants sur un territoire grand comme l'Angleterre. Depuis son indépendance en 71 et après 4 coups d'État, ce pays musulman vit dans une instabilité politique permanente. Cette année à Paris, le Palais de Tokyo invitait Shishir à réaliser une fresque monumentale dans le cadre de l'exposition Princes et princesses des villes. Ça, c'est moi, avec plein de créatures qui sortent de ma tête. Toutes ces choses qui grouillent. Et je souris aussi.
Depuis quelques années, Shishir peint des fresques surréalistes qu'il dessine d'abord à la main, au crayon à papier, avant de repasser ses traits à l'encre noire. Le titre de cette fresque en bengali, c'est Dag Tamasha. Dag, ça veut dire les contours, la ligne. Tamasha, c'est faire de l'humour. Donc je fais de l'humour avec des lignes. Shishir a 11 ans quand son pays décide de s'émanciper du Pakistan. La guerre qui s'ensuit durant 9 mois provoque la mort de près de 3 millions de Bangladais et l'envoi de 8 millions dans des camps de réfugiés. Le pays sort à peine de cet enfer quand Shishir est désigné par son école pour réaliser un portrait du libérateur de son pays, Sheikh Mujibur Rahman. Il n'a alors que 13 ans. Je l'ai donné au père de la nation. Il m'a serré dans ses bras. Il était grand, Sheikh Mujibur Rahman. Il a montré le dessin au public. Il était devant la foule. « Toi, Shishir, tu m'as donné ce portrait. » C'était vraiment dingue. Aujourd'hui encore, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Fils de policier, Shishir grandit dans un village au nord du Bangladesh. De confession hindoue, il est fasciné par les sculptures qui célèbrent les dieux Shiva ou Vishnu. Il trouvera aussi l'inspiration dans les affiches de cinéma bengali réalisées par des peintres de rue. Au début des années 80, alors qu'il est encore étudiant, Shishir intègre le collectif Shomoy, qui veut s'émanciper des arts décoratifs et parler d'une société alors sous le joug de la dictature militaire. En 87, il peint alors sa première série, Could Have Been the Stories of Heroes, caricaturant les autorités. Tu es le gouvernement, tu as le pouvoir suprême. Mais j'ai aussi le pouvoir suprême de te représenter comme un pigeon ou un méchant. Je peux faire aussi de toi un héros. C'est moi qui choisis, pas toi. Au début des années 90, Shishir devient caricaturiste de presse. Travaillant pour les plus grands quotidiens du pays, dont celui du parti communiste Ekota, ses dessins ont un poids considérable dans ce pays qui compte alors 65% d'analphabètes. Shishir met souvent en scène la première ministre Sheikh Hasina, dont le parti a mis fin à la dictature militaire. J'avais jamais imaginé faire des dessins politiques dans les journaux. Mes amis me voyaient comme un peintre sérieux, un artiste. Ça, je sais pas, mais ils étaient embêtés pour moi. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? De la bande dessinée? Aujourd'hui, alors que la libre expression est à nouveau mise à l'épreuve dans son pays, Shishir se consacre exclusivement à la peinture avec ses fresques à l'encre noire, dont la technique rappelle celle de ses dessins de presse. Quand je faisais mes caricatures, j'évitais toujours de montrer mon visage dans les médias. Au-dessus de nous, il y a le ciel bleu. Le ciel, c'est comme un chapiteau. C'est gratuit. Par terre, il y a l'herbe verte. Ce qui se passe au milieu, c'est ça le spectacle. Il n'y a rien à faire, juste regarder. Voilà, Covid génial. Comme quoi, on peut jouer du métal à 200 à l'heure sans croquer des têtes de chauve-souris. Dans la vraie vie, Oozing Wound, pour Plaies Purulentes, est un trio de geeks plutôt plan-plan originaires de Chicago. Amateurs d'herbe qui fait rire, ses membres passent leur journée sur le net à disserter sur Star Trek ou la Terre plate, avant de se transformer le soir en parodie à la Spinal Tap, de roi du headbanging. Pour Trax, avant son concert à l'Espace B de Paris, le chanteur Zakk Wylde plonge dans la malle au trésor de vinyle à la recherche de ses souvenirs d'enfance.
C'est le seul disque que je me rappelle avoir vu à la maison. En fait, c'était Muppet Night Fever. Non, Sesame Street Fever, c'était ça. Un album de Sesame Street basé sur Saturday Night Fever, sur lequel Grover remplace John Travolta, je crois. Très intéressant. Niveau musique, il y a les meilleurs trucs des Bee Gees. Ça me rappelle quand j'avais 5 ans. Je me demandais ce qu'il y avait sur ce disque et je n'ai jamais pu l'écouter parce que la platine de la maison était cassée. Mais cette image m'a suivi toute ma vie. C'est beau, rien à dire. Je ne me sens pas enfermé dans un style. Ce que je fais de mieux, c'est composer des morceaux pour Oozing Wound. Mais si je pouvais composer un truc pareil, tu rigoles? Je jouerais ça toute la journée. On est des stoners un peu débiles. La moitié de ce qu'on fait, c'est de l'humour de fumeur. Ah ah ah, c'est marrant. Il y a tellement de gens qui prennent leur groupe au sérieux. Plus je vois les groupes se prendre au sérieux, et plus j'ai envie de faire le contraire en étant le moins sérieux possible. Si tu penses que je suis un idiot et que je peux te prouver le contraire, j'ai gagné. N'oubliez pas, tous les reportages de Trax et plus encore sont à retrouver sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et le site d'Arte. Voilà, go vite, génial.